Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'un cas clinique. On arrive déjà à l'épisode numéro 27, n'hésitez pas à voir les précédents épisodes disponibles sur la chaîne. Comme d'habitude, ce sont des cas cliniques, je vous propose le déroulement des questions, des QCM et les solutions avec explication bien sûr. Vous êtes aux urgences vers la fin de la journée, presque minuit, vous êtes appelé par l'infirmier parce qu'il y a un patient qui a été déposé par sa famille devant les urgences. Il est A-réactif, mais il respire. Première proposition, comment évaluer le degré de conscience du patient? Et suivant le degré de conscience que vous allez évaluer, comment vous allez installer le patient dans le brancard? Voilà, j'ai peut-être un petit peu vite, mais vous comprendrez qu'il faut aller rapidement. Bon, l'évaluation du patient comateux, c'est grâce au score de Glasgow. Il y a plusieurs scores, mais c'est celui qui est retenu surtout dans la littérature, avec 3 paramètres. On regarde les yeux, qui sont cotés de 4 jusqu'à 1, et 1 étant la réponse la plus péjorative. Donc l'ouverture des yeux spontanée, c'est 4 à la demande. Ouvrez les yeux, monsieur, madame, c'est 3 à la douleur. On frotte le torse assez vigoureusement ou alors avec la manœuvre de Pierre-Marie Foy. Et c'est 2 s'il y a une ouverture des yeux. S'il n'y a aucune réponse, c'est 1. La réponse verbale, c'est bonjour monsieur, madame, et il vous répond de manière tout à fait normale et cohérente, c'est 5. Si en revanche vous lui demandez par exemple en quelle année sommes-nous, il vous dit 94, c'est confus. S'il vous dit balançoire, qui est pas du tout adapté et c'est inapproprié, donc 3. Incompréhensible, gna gna, par exemple, c'est 2. Aucune réponse, c'est 1. Et la plus importante des 3 composantes, c'est la composante motrice. On prend le meilleur des 2 côtés s'il y a une asymétrie. Il bouge spontanément sur le brancard, c'est 6, de manière appropriée quand vous lui demandez quelque chose, c'est 5. À l'évitement, vous lui faites pareil, cette manœuvre un peu douloureuse. Il évite, c'est 4. Avec une réponse en décortication, c'est-à-dire qu'il va venir fléchir les membres comme ça, c'est 3 et une extension des cérébrations. Quand on vient lui poser les bras croisés sur le torse et qu'il vient enrouler le long du corps, c'est côté 2, s'il n'y en a aucune, c'est 1. Alors l'évaluation du patient actuellement, vous l'avez mis donc en PLS, puisque c'était la position qu'il fallait instaurer chez lui. Vous prenez les premiers paramètres, 98% de saturation, fréquence respiratoire, c'est un bon réflexe de chercher la fréquence respiratoire, qui est cotée à 12 cycles par minute, une tension à 11,6 symétrique, 55 de fréquence cardiaque, 36,2 de température, et vous voyez que le Glasgow est développé, et c'est toujours important de développer le Glasgow. Donc Y2, verbal 1 et M2, ça fait pas beaucoup tout ça, effectivement. Et là, il vous manque une donnée importante. Quelle est cette donnée? Je vous laisse faire pause et je vais vous donner la réponse. Mais c'est important de la rechercher. C'est une glycémie, la glycémie capillaire primordiale. Tout trouble neuro égale dextro, agitation, confusion, coma, bref. Quoi que ce soit, vous prenez une glycémie systématiquement. Et là, chez le patient, elle était normale. Bon, donc en tout cas, c'est pas une hypoglycémie. Et donc, pendant que votre collègue prépare la voie veineuse, vous recherchez à l'examen clinique certains paramètres, certains signes. Proposition A, un réflexe de Babinski. B, une asymétrie pupillaire. D, des hématomes des plaies. C, pardon, des hématomes des plaies. D, une asymétrie pulmonaire auscultatoire. Et E, une paralysie faciale. Je vous laisse faire pause et je vais vous donner les bonnes réponses. Alors, les bonnes réponses, bah, c'était tout. Pour les explications, un réflexe de Babinski, ça signe plutôt une irritation pyramidale. Donc, est-ce que tous les réflexes sont vifs, par exemple? Auquel cas, c'est plutôt une irritation un peu diffuse. Alors, là, chez le sujet jeune, sans Babinski, ça peut être normal. Mais sinon, ça peut orienter vers une encéphalopathie. S'il y a un signe de focalisation avec un signe de Babinski, il peut y avoir aussi une orientation diagnostique.
Une asymétrie pupillaire extrêmement important à rechercher, c'est très informatif, hein. Myosis ou mydriase, ce qui est une anisocorie, c'est-à-dire une pupille qui est, d'un diamètre différent de l'autre. Est-ce qu'il y a des hématomes, des plaies? Ça veut dire peut-être qu'il s'est fait frapper. Est-ce qu'il a reçu un coup sur la tête? Un TC, probable. Une intoxication plus ou moins volontaire qui peut être associée à des scarifications. Une asymétrie auscultatoire pulmonaire qui pourrait nous orienter vers une inhalation. Une paralysie faciale qui est à rechercher avec la manœuvre de Pierre-Marie Foix. Si le patient n'est pas Glasgow 3, on peut avoir une asymétrie au moment de la manœuvre. Donc le patient derrière les branches de la mandibule avec nos doigts et on vient tirer de manière extrêmement désagréable. Vous pouvez essayer chez vous-même. Et en fait, ça peut démasquer une paralysie faciale avec un grimacement asymétrique. Et donc, du côté de la paralysie, il n'y aura aucun pli facial. Et on peut ainsi démasquer une paralysie faciale, même si le patient est comateux dans les limites de son évaluation, bien sûr, et du degré du coma. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup pour notre patient? On a des réflexes qui sont symétriques, mais il n'y a pas de signe de focalisation. Et les pupilles sont en myosis bilatérale. Voilà. Bon, eh bien, la suite, c'est quoi? La suite, c'est quel diagnostic aurait-on dû évoquer avec une glycémie très élevée? J'aurais pu vous poser cette question juste un petit peu avant, mais avec le même examen clinique, qu'est-ce qu'on aurait pu évoquer? Eh bien, je vais vous dire en faisant pause, si vous voulez prendre le temps. À ce moment-là, il aurait fallu évoquer un coma acidocétosique qui se présente aussi avec une tendance plutôt au myosis, mais cela dit, normalement, le coma acidocétosique, il n'est pas aussi profond. Alors oui, il peut donner une altération du score de Glasgow, mais normalement, c'est pas un Glasgow à 4-5, quoi. C'est un Glasgow qui est quand même un peu plus, un peu moins profond, un coma moins profond quand même. Sinon, il faut rechercher une cause sous-jacente. Et donc, en attendant que l'IDE termine de préparer eh bien, la voie veineuse, la gazométrie, l'électrocardiogramme, vous allez discuter avec la famille, puisque la famille n'était pas loin, et vous allez pouvoir avoir des informations précieuses. Mais qu'est-ce que vous recherchez à l'interrogatoire? Proposition A, la prise de toxiques, B, des antécédents de migraine, C, des antécédents de céphalée, D, le mode d'installation et la vitesse, les symptômes associés. Et proposition E, un voyage récent. Alors je vous laisse faire pause, et puis je vais vous donner les bonnes réponses. Alors la situation est quand même assez urgente, entre guillemets, vous l'aurez compris, il faut donc poser les bonnes questions et pas s'attarder avec celles qui ne servent à rien. Vous pouvez aussi demander les antécédents d'entorse de cheville, mais ça ne va pas aider beaucoup votre prise en charge. Donc effectivement, il faut demander les prises de toxiques. Est-ce que le patient est connu et suivi, par exemple, en addictologie ou par d'autres spécialistes, par exemple? L'antécédent de migraine ne va pas trop servir, parce que je parle bien de migraine, hein, et pas de céphalée. S'il y a des migraines, il n'y a pas de raison qu'il fasse un coma comme ça. Par contre, s'il a des antécédents de céphalée, ça peut nous orienter. Et on va voir avec les descriptions que va donner la famille, le mode d'installation. Est-ce que c'est quelque chose de brutal, plutôt progressif? Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui sont associés? Il va falloir rechercher des vertiges, des nausées. Est-ce qu'il y avait une douleur dans la poitrine? Est-ce qu'il y avait une sensation de picotement dans les bras? Des choses comme ça. Et voyage récent, ça peut aussi orienter. Même s'il est apyrétique, il aurait pu prendre des médicaments, par exemple, qui, heu, qui permettent de limiter la température. Et donc, on va voir ce que décrit la famille. Eh bien, il n'y a aucun antécédent notable chez ce patient. Bon, il fait du foot, bah, quand il fait du foot, en fait, il a des céphalées très importantes après l'effort. Mais ça fait plusieurs années, il n'a jamais consulté pour ça. C'est long, hein, c'est long, ces céphalées, ça dure plus d'une journée après le sport.
Il a pas eu de traumatisme récent et en fait, la veille, il a fait, du sport, comme d'habitude avec ces fameuses céphalées qui passent pas parce que ça prend du temps comme d'habitude, mais cette fois-ci, il y avait des cervicalgies qui étaient diffuses avec des vomissements et après il a eu des vertiges très intenses et après, il a eu tous ces symptômes comme d'habitude, plutôt brutalement et il était encore réveillé, 30 minutes avant son admission et après il s'est dégradé progressivement. Alors la céphalée donc s'est installée brutalement, mais comme d'habitude, avec des symptômes qui viennent de plus en plus et après, au bout de 30 minutes, il passe d'un état à peu près vigile à cet état que vous constatez. Il y a pas de voyage, pas de comptage et ils savent pas s'il a pris des médicaments juste avant. Et là, la question c'est quel diagnostic évoquez-vous? Proposition A, une intoxication aux opioïdes. B, un hématome sous-dural. C, un hématome extradural. D, une hémorragie sous-arachnoïdienne. Et E, un AVC du tronc. Alors, je vous laisse faire pause. Et donc, les bonnes réponses qu'on peut évoquer, effectivement, c'était une intoxication aux opioïdes. Alors, on ne sait pas déjà ce qu'il a pris comme antalgique. Ils disent qu'il n'a pas de toxique connu. Alors effectivement, c'est peu probable. Vu le tableau qui nous décrit quand même le sport, apparition plutôt brutale de la céphalée, qui tend à être de plus en plus, symptomatique. Mais bon, sait-on jamais, il aurait pu prendre, des médicaments. L'hématome sous-dural et extradural, il faut quand même un traumatisme, hein, ça vient pas comme ça. Enfin, c'est quand même, c'est pas la présentation en tout cas. Une hémorragie sous-arachnoïdienne, oui, c'est tout à fait possible, hein. Il peut y avoir un saignement et puis après ça se propage, ça se propage. Surtout que c'est une présentation plutôt brutale et un AVC du tronc, bah oui, c'est tout à fait probable, hein, vu les symptômes qu'il a présentés, ça colle avec. Et à ce moment-là, vous vous posez la question d'une éventuelle, thérapeutique à mettre en place dans l'immédiat. Quelle peut être cette thérapeutique? Proposition A, une ampoule de G30. B, une titration de flumazenil. C, une titration de naloxone. D, une titration de morphine. Et E, une ampoule de sulfate de magnésium. Je vous laisse faire pause, puis je vais vous donner la bonne réponse, puisqu'il n'y en a qu'une. Et je vous laisse faire pause tranquillement. Donc la bonne réponse, c'était éventuellement une titration de naloxone, puisqu'on pourrait suspecter, vu le myosis bilatéral, hein, qui paraît quand même serré, une intoxication aux opioïdes. Alors, ça pourrait être envisageable, effectivement. Si vous avez des questions sur tout ce qui est intoxication opioïdes, benzo et cetera, allez voir, hein, les vidéos sur la chaîne. En tout cas, pour le patient, là, on pourrait l'évoquer. Ça coûte rien de tester. Par contre, la titration, de flumazenil, non. On va pas s'amuser à faire ça, sachant qu'on n'a pas de trop d'arguments pour une intox au benzo. Les réflexes sont perçus, normalement c'est plutôt hyporéflexique, donc il y a pas d'argument, on va pas mettre 50 000 trucs, on va pas mettre 50 000 antidotes, hein, chez le patient. L'ampoule de G30, c'est pour une hypoglycémie éventuellement, donc c'est non. Titration de morphine, bah non, surtout pas. Vu l'état dans lequel il est, ça va pas aider, et surtout si on pense à une intoxication aux opioïdes. Et le sulfate de magnésium, non, il y a pas de non, non, il y a rien de tout ça. Éventuellement, hein, ça pourrait être aidé pour une hypercalémie avec, prise de digoxine, par exemple. Mais, non, c'est pas du tout le cas. Les QRS sont normaux, donc il y a pas d'indication particulière à faire ça. Alors oui, je vous ai un peu vendu, les choses, plus précocement, mais effectivement, hein, on a le résultat de la gazométrie de l'ECG et le test à la naloxone qui arrive. Donc, la gazométrie, parce que le temps que vous discutiez, votre collègue a eu le temps de faire, cette gazométrie. Le pH est normal, PO2 normal, PCO2 normal, tout est normal, hein. Lactate a un peu augmenté, 2,1, pas grand-chose. L'hémoglobine est normale, le potassium est normal, décidément tout est normal, hein, sauf l'état neurologique du patient. L'électrocardiogramme, comme je vous ai, un peu avancé les choses, tout est normal. La QRS fin, repolarisation précoce, bon, c'est pas déroutant chez un sujet jeune.
et le test à la naloxone, eh ben, ça marche pas. Ça marche pas du tout, vous avez beau mettre, 2, 3, 4 cc, rien ne fait, ça ne bouge pas et donc voilà, vous êtes face à cette situation. Quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape? Il n'y a pas de QCM, je vous laisse faire pause et puis je vais vous donner l'explication. Alors l'explication, eh bien, de la prise en charge, ça va être de réaliser une intubation en séquence rapide et donc c'est ce que vous réalisez. Vous avez pu préoxygéner le patient, comme il fallait. Vous avez mis initialement, si vous étiez pas en mesure d'appliquer le bavus de manière hermétique au niveau du visage, au maximum du débit à 15 litres, vous pouviez mettre éventuellement un masque à haute concentration pour vous libérer les mains en attendant. Mais après vous avez préoxygéné comme il faut le patient. Vous avez utilisé de l'éthomidate 30 milligrammes, succinylcholine 80 milligrammes. Et vous êtes exposé Cormac 2 après avoir attendu la fasciculation et tout s'est bien passé. Le TCO2 initial est à 40, la tension est maintenue à 12,6 et donc là, la question c'est quel examen réalisez-vous maintenant? Alors je vous laisse faire pause et puis je vais donner la bonne réponse. Il va falloir aussi analyser cet examen. On est parti. Et donc vous avez, transmis le patient à votre collègue réanimateur qui s'occupe du patient jusqu'au scanner. Et oui, vous avez reconnu, c'est un scanner, c'est pas une IRM, c'est un scanner qui a été injecté. Donc, parce que l'IRM, on n'a pas forcément le temps, hein, ça met quand même 20 bonnes minutes avant d'avoir l'IRM, alors que le scanner injecté, c'est beaucoup plus rapide. Et donc là, vous constatez ce scanner injecté, et je vous laisse faire pause pour analyser la situation et trouver l'anomalie. Et effectivement, donc il n'y a toujours aucune réponse, hein, de réveil, avec un examen neurologique qui est toujours symétrique et vous constatez effectivement cette occlusion complète du tronc basilaire et d'ailleurs vous pouvez, vous en assurer comparativement avec un scanner injecté normal. Vous voyez qu'il manque quand même quelque chose, hein, je vous mets la flèche pour comparer au même endroit et donc là ça circule plus du tout au niveau du tronc basilaire. Et on arrive déjà à la dernière question, quel traitement discutez-vous? Voilà, c'est une question qui est peut-être un petit peu plus poussée, mais effectivement, il faut avoir quand même un peu un ordre d'idée de ce qu'on peut faire en cas d'occlusion du tronc basilaire. La proposition A, c'est une thrombectomie en urgence. La B, une thrombolyse IV. La C, l'abstention thérapeutique. D, une surveillance neurologique uniquement. Et la proposition E, un bolus d'aspirine intraveineux. Et je vous laisse faire pause pour me donner les réponses, discuter éventuellement en commentaire. Et puis, je vais vous dire les bonnes réponses. Les bonnes réponses, c'était la proposition A, la thrombectomie en urgence, et la B, la thrombolyse IV à discuter. Mais surtout pas d'abstention thérapeutique chez ce patient, qui est jeune tout de même, avec une surveillance neurologique uniquement qui semblerait totalement inadaptée. Et le bolus d'aspirine, c'est pareil en intraveineux, on ne fait pas ça pour cette pathologie. Et donc, voilà, le patient est pris en charge dans les délais nécessaires. Un tout petit point sur l'occlusion de l'artère du tronc basilaire. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ça représente à peu près 1% de tous les AVC, 10% des AVC ischémiques, avec une forte mortalité quand même, plus d'un tiers des patients et 2 tiers des survivants restent dépendants. Donc c'est pas un bon pronostic tout de même. Heureusement, c'est quand même assez rare. C'est plutôt le patient plus âgé, avec une clinique qui dépend énormément de la localisation en fait de l'atteinte, puisque c'est une vascularisation complexe, hein, au niveau du tronc, au niveau des noyaux gris centraux. Et donc principalement associé à des céphalées, vertiges. Il peut y avoir des troubles de la conscience, un lock-in syndrome. Je vous ai mis le tableau là qui est tout petit, mais à chaque symptôme correspond une localisation, à une lésion particulière, ou une atteinte des paires crâniennes, éventuellement un syndrome de Claude Bernard Horner. Et donc les céphalées vertiges associés étaient présents chez le patient avec de gros troubles de la vigilance.
Et le traitement, eh ben, c'est une thrombectomie mécanique. Vous voyez cet article-là du JAMA qui est assez récent, je vous le laisserai en commentaire. On peut aussi réaliser une thrombolyse pour ces patients. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, ne manquez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, les prochains cas, et de mettre un pouce bleu, ça permet d'encourager le travail qui est fait par derrière. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.